Donc, nous voici maintenant à notre grande conférence. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'École des entrepreneurs pour la première grande conférence de l'année 2018. Mon nom, c'est Jean-Benoît Aubé, je suis directeur des partenariats privés. Merci à ceux qui sont présents dans l'espace des entrepreneurs d'avoir bravé la tempête et le verglas, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent en ligne, parce qu'on est, grâce à l'agence Web Diffusion, on est un petit peu partout au Québec. Et nos autres que je vais présenter, j'en profite pour les saluer et les présenter. Nos pionniers, les premiers qui ont embarqué dans le projet, c'est le cinéma et la Chambre de commerce de la région de Mégantic. Des nouveaux qui se sont joints au projet pour cette conférence-là. On parle de la Maison du cinéma de Sherbrooke et de Sherbrooke-Innopol. On a aussi en Gaspésie la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie et le Centre local de développement. Au niveau des espaces de coworking, on a l'espace Gaspé-Co. Dans la MRC des Chenaux, on a État collectif. À Shawinigan, on a le DigiHub. Thetford Mine, l'espace entrepreneuriat. À Laval, on a le Bureau Loft. Et à Montréal, on a 3 Idéal Coworking, Temps Libre, Coop et la Gare. Je tiens également à remercier nos partenaires majeurs, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, qui nous permettent de faire des conférences et en présentiel et en web diffusion. Au niveau, je pense que là, il est assez gros. Notre mot-clic, en anglais, c'est le hashtag, c'est hashtag EEMTL. Donc, si vous partagez des bouts de la conférence, n'hésitez pas là, à utiliser le mot-clic. Comme ça, dans les recherches, ça va être plus facile de retrouver vos commentaires. Pour les prochaines grandes conférences, le 27 février, on va accueillir Rémi Tremblay de la Maison des leaders. Le 19 mars, c'est Dax da Silva de Lightspeed. Au mois d'avril, date à déterminer, Claude Bigra de GDI Facility Services. Et le 17 mai, Cathy Bussière de Nubic. Pour notre première rencontre d'aujourd'hui, j'ai un plaisir particulier de vous présenter notre conférencière. En fait, moi, je l'ai connue en 2008. Donc, ça fait déjà une dizaine d'années là, qu'on se connaît. À l'époque, je donnais de la formation dans le cours Lancement d'une entreprise. Et on voyait déjà que le projet était très innovant. En tout cas, moi, j'avais des difficultés à figurer au niveau du modèle des revenus. Et à cette époque-là, on était vraiment au tout début. Là, il n'y avait pas de logo, pas de nom d'entreprise. Mais déjà, elle rêvait de révolutionner le monde de l'enseignement. Aujourd'hui, E180 est derrière les brand dates utilisés par Airbnb, Amazon, C2 Montréal, le Festival de Lyon, de Cannes, TED. Elle est diplômée de Harvard, cofondatrice de Technovation Montréal, a été nommée Femme entrepreneur de l'année par Startup Canada. Je tiens personnellement à te remercier d'avoir accepté d'être la première de 2018 à participer à nos grandes conférences. C'est toujours agréable de voir nos anciens qui viennent partager leur expérience. Mesdames et messieurs, je vous présente Christine Renaud, présidente directrice générale de l'entreprise E180, qui nous propose d'apprendre des humains qui nous entourent. Bonne conférence. Bonjour tout le monde. J'ai avec moi Michel, qui est notre directrice de culture chez E180. Jean-Benoît avait demandé de faire la conférence, puis là, je me préparais, puis là, c'est une conférence d'une heure, puis je me disais, hey, ça va être plate si je jase tout seul pendant une heure. Donc, j'ai demandé à Michel de venir m'accompagner et de me poser des questions pour qu'on puisse avoir une discussion qui soit un peu plus dynamique que moi qui jase toute seule pendant 60 minutes. Donc, on va faire à peu près 35-40 minutes de discussion entre nous, puis ouvrir après ça pour les questions, si ça vous convient. Bonjour tout le monde. Encore une fois, moi, je m'appelle Michel. Je suis anglophone. Je vous dis ça tout de suite. Mais bien gentil quand même, là, c'est pas... Alors, désolée pour des fois mon français un peu brisé, mais des fois très, très bon. Très imagé aussi des fois, des mots surprenants. C'est ça. Puis je voulais vous dire une chose sur Christine. On parle souvent chez E180 avec un langage de une chose. C'est quoi une chose qu'on pourrait améliorer, une chose qu'on pourrait changer avec le produit ou quoi que ce soit. Puis s'il y avait une chose que je pourrais dire à propos de Christine qui la distingue de tous les humains que je connais, c'est vraiment son intégrité. Elle a déjà dit qu'elle est radicalement cohérente. Et je lui ai demandé d'où vient ce terme. Est-ce qu'il y a un article sur un blog que je pourrais lire pour comprendre ce terme? Puis elle a dit non, mais je l'ai inventé. Alors, je lui ai demandé d'écrire un blog sur ça.
La cohérence radicale, c'est exactement ce que je trouve la distingue de tout le monde que je connais. C'est le fait que si elle croit en quelque chose, si ses valeurs fondamentales jouent dans tout ce qu'elle fait, et on voit ça dans la culture chez E180 puis dans toutes nos activités. Alors, j'espère que les questions que je vais lui poser aujourd'hui vont vous donner un petit clin d'œil de ce côté-là de Christine. Alors, ma première question, c'est si tu avais à écrire l'histoire de Christine ou E180 depuis 2011, la fondation d'E180, quels seraient les titres des grands chapitres? C'est une question difficile, Michel. Je t'inviterai plus. Non, c'est pas vrai. Je lui disais que souvent, les journalistes, c'est un peu toujours les mêmes questions qu'on se fait poser. Donc, on a notre cassette, on parle à la cassette, puis on est tranquille, on surfe là-dessus pendant quelques minutes. Mais Michel me connaît tellement bien que là, elle pousse plus loin sur des choses dont je parle pas habituellement. Donc, vous allez avoir du contenu en primeur ce midi. Donc, les grands chapitres de ma carrière d'entrepreneur. Je dirais, le premier, c'est peut-être la genèse. Donc, depuis que je suis vraiment petite, j'ai toujours partie des projets. Donc, avant de savoir qu'est-ce qu'une entrepreneur, je ne savais pas que ça se pouvait être une entrepreneur. Je n'avais pas d'entrepreneur dans ma famille. Donc, mais je partais des projets. Donc, quand j'avais 7 ans, puis il n'y avait pas encore de système de recyclage, j'ai parti un programme de recyclage des boîtes de conserve à mon école primaire. Dans ce temps-là, il fallait aller une fois par semaine à l'Arena, porter les boîtes de conserve pilées dans des grosses boîtes. Donc, ça, c'est vraiment mes parents qui étaient plus entrepreneurs que moi, là, parce que c'est eux qui me donnaient des livres pour aller porter nos boîtes de conserve dans le stationnement de l'Arena. Après ça, j'ai toujours bâti des trucs, une maison des jeunes, donc quand j'avais 11 ans. Après ça, un programme pour les étudiants d'enseignement au secondaire de l'Université de Montréal pour aller faire notre stage au Sénégal. Donc, je dirais comme l'espèce de la jeunesse, ça serait le premier chapitre, alors que je ne savais pas qu'est-ce que c'était l'entrepreneuriat. Après ça, je dirais l'éveil. Donc, voyage au Guatemala, formation en altermondialisation en 97-18. Donc, quand j'ai pris conscience que le monde n'était pas aussi juste que j'avais pensé en tant que jeune fille blanche qui a grandi à Sainte-Martine, en Montérégie, puis qu'en fait, il y avait beaucoup d'inégalités sociales dans le monde, puis qu'en fait, notre train de vie à Montréal, en Amérique du Nord, contribuait beaucoup à ces inégalités-là. Donc, des voyages au Guatemala, des genres de programmes de Québec sans frontières là, auxquels j'ai participé. Je suis certaine qu'il y a des gens ici qui ont déjà participé à ce genre de programme-là. Donc, ça, c'est vraiment été un éveil, pour moi, mon éveil social. Après ça, il y a eu la période mobilisation. OK, donc, qu'est-ce que je vais faire? Puis, encore une fois, là, je ne savais pas que j'étais une entrepreneur. Je savais juste que j'aimais partir des projets. Donc, j'ai fait mes études en éducation dans le but de dire, je me disais, après ce voyage au Guatemala, je voulais vraiment contribuer à créer un monde plus juste. Puis, je me disais, bon, ben, il y a le journalisme, il y a la politique. Puis là, je me suis dit, ben, l'éducation, c'est comme l'endroit parfait où on peut créer, en tant qu'éducateur, des agents multiplicateurs de valeurs comme la solidarité, comme la justice. Donc, au niveau mathématique, l'éducation avait beaucoup de sens pour moi parce que je me disais, vous savez, c'est quoi les classes un peu au Québec? Là, moi, j'étais prof de FPS et morale, donc je rencontrais à peu près 300 étudiants par année. Donc, ça fait beaucoup de gens. Puis je me disais, bon, 300 fois, disons, 30 000 personnes qu'on rencontre dans notre vie, fois 30 ans d'enseignement, ça fait vraiment beaucoup d'humains qui vont être transformés. Donc, je trouvais que c'était un super bon plan. Mais c'est aussi là que j'ai découvert que l'éducation telle qu'on la connaît ne correspond plus du tout aux besoins des humains là, du 21e siècle. Donc, ça a été, je dirais, le lancement. Puis je vais arrêter là parce que sinon, je vais parler tout seul pendant 1 heure et on ne sera pas plus avancé que ce que je voulais. C'est bon. Puis, je voulais savoir, comme je sais un peu la réponse à ma question, mais j'aimerais la poser quand même. Quelle était la toute première vision de 180 et comment a-t-elle changé, mais comment a-t-elle quand même resté la même? Parce que je t'entends dire des choses à propos d'être éducatrice, d'avoir un impact sur des enfants, mais là, je sais qu'on fait des brain days dans des conférences. C'est quoi la connexion entre ces choses-là, mais aussi la différence?
La première vision de 180, en fait, c'est que après avoir été enseignante, je voulais ouvrir ma propre école secondaire, ce qu'on appelle en anglais free school, donc une école qui serait très radicalement alternative, démocratique, basée sur les besoins d'apprentissage des enfants, dirigée par les enfants, avec des adultes qui supportent le processus. Donc, j'ai fait une maîtrise à Boston pour aller chercher ce que ça me prenait pour ouvrir une école. Donc, c'était vraiment ce moment-là où je me suis rendu compte qu'on pouvait être entrepreneur social, entrepreneur en éducation, qu'une entrepreneur, c'est pas juste quelqu'un qui cherche à vendre des cossins pour faire de l'argent, mais les entrepreneurs sont des gens qui trouvent des solutions à des problèmes fondamentaux, qui trouvent des modèles de revenus pour pouvoir supporter leurs activités aussi sur le long terme, mais qu'en ce sens-là, on pouvait vouloir régler un problème social et être aussi une entrepreneur. Donc, la découverte pour moi de l'entrepreneuriat social, ça a été vraiment une révélation. Quand j'ai su que ces gens-là existaient, j'étais comme, oh mon Dieu, mes amis. Je ne savais pas qu'il y avait comme cette tribu-là qui existait, à laquelle j'appartiens, mais en fait que je ne connaissais pas. Donc, je vais faire ma maîtrise, je vais partir une école, je suis à Boston. Je me ramasse à travailler à New York comme directrice de podcast, puis dans une agence qui faisait des podcasts en éducation pour PBS aux États-Unis. Puis là, c'est 2008, les réseaux sociaux sont vraiment en émergence, Facebook, Twitter, puis je vois que les gens s'en servent beaucoup pour lancer des espèces de cris à l'aide quand ils ont besoin d'apprendre quelque chose vraiment rapidement. Donc, je dois préparer une conférence pour demain. J'ai aucune idée comment faire ça. Est-ce que quelqu'un peut me donner un coup de main ce soir? Je paie la bière. Donc, je voyais que les gens lançaient ce genre d'appel-là sur Facebook et Twitter, mais en fait, les réseaux sociaux n'étaient pas faits pour ça. Donc, ce n'est pas archivé. Si personne voit votre appel à l'aide, bien, ça passe. Puis, il n'y a pas d'aide qui est là. Mais je voyais aussi que c'est comme ça que moi, j'avais appris vraiment tout ce que j'utilise de façon quotidienne dans ma vie, c'est en allant prendre des cafés avec des amis d'amis. J'étais productrice de podcast, mais je n'ai pas fait un bac en audio pour pouvoir être directrice de podcast. J'ai demandé à mon mari, qui est musicien, de m'aider avec les logiciels de son. Donc, la genèse de 180, c'était ça, c'était de voir que les gens apprenaient vraiment naturellement les uns des autres, mais qu'il n'y avait pas de façon, disons, efficace de trouver la bonne personne quand on veut apprendre quelque chose d'un autre humain rapidement. Donc, c'était vraiment la genèse, mais c'était un peu aussi parce que l'école, j'avais encore envie de bâtir une école, mais j'avais 28 ans, puis je me disais, un bâtiment, des familles, j'avais encore envie de voyager. Je trouvais que c'était très prenant de faire quelque chose comme ça. Donc, en ce sens-là, E180, l'idée était vraiment ancrée dans des concepts d'apprentissage autodirigé, de la souveraineté des humains, de l'apprentissage collaboratif, donc apprendre les uns des autres, de l'apprentissage expérientiel, que ça soit vraiment ancré dans des projets concrets qui nous motivent. Donc, on apprend qu'on a envie d'être transformé en quelqu'un qui peut affronter un défi qu'on n'est pas capable d'affronter en tant que la personne qu'on est en ce moment. Donc, toutes ces valeurs-là, en fait, ont porté E180 dès le début. Je dirais que le chemin qu'on a emprunté au niveau de la génération des revenus pour être en mesure d'arriver maintenant à encore penser à notre école puis à commencer à travailler pour vrai sur l'implantation d'une école. Je pense que c'est ça un peu le chemin des entrepreneurs, c'est, comme tu le disais, d'essayer d'être cohérent avec nos valeurs, notre vision, mais le chemin emprunté souvent va varier. Donc, c'était pas prévu qu'on travaille avec les grands événements, par exemple, mais c'est quand même devenu quelque chose qui est tout à fait cohérent avec notre mission d'aider les gens à apprendre dans des grands événements comme C2 Montréal, comme TED. On génère des brain dates, donc des rencontres, je pensais que c'était le mien, des rencontres d'apprentissage un à un en personne dans le cadre de grands événements. Donc, même si ça n'a jamais été ma mission de vie de révolutionner l'industrie événementielle, bien, il reste que dans des grands événements comme des congrès, il y a 2000, 5000, 10 000 personnes qui se rassemblent pour rencontrer des personnes signifiantes, pour apprendre à être transformées, mais qu'il n'y a pas de façon efficace de le faire. Donc, notre mission est quand même, je dirais, satisfaite par un produit auquel que je n'aurais pas pu prévoir qui serait le nôtre en 2008. Ça fit bien dans ma prochaine question. En fait, c'est les gens de plus en plus veulent travailler pour des compagnies qui ont un impact social. Je trouve que, au moins pour moi, puis les autres jeunes que je connais, c'est comme vraiment important de contribuer son talent à quelque chose qui est plus grand que soi, mais aussi quelque chose dans laquelle on croit. Et
j'aime beaucoup 180 pour cette raison-là. Et puis, je voulais savoir comment est-ce que ces deux aspects, l'impact et le revenu, comment est-ce qu'ils rentrent vraiment ensemble dans la planification stratégique, par exemple? Comme on a eu un clin d'œil dans l'événementiel, comment ça a aidé, mais à chaque année, à chaque moment, comment est-ce que ces deux choses-là jouent ensemble? Une très bonne question. Je pense qu'on n'a pas besoin de compromettre sur notre mission parce qu'il y a un réel besoin. C'est un besoin humain. Donc, les entrepreneurs, on sait que dans le fond, ce qu'on fait, comme je le disais tantôt, c'est qu'on répond à un besoin X, Y, Z, mais le besoin d'apprendre, le besoin d'être transformé, le besoin de connecter avec d'autres humains, c'est un besoin qui est fondamental. Donc, c'est sûr que quand on commence sa carrière d'entrepreneur, c'est plus tentant de, comme j'en parle souvent, mais au début, quand on a commencé à travailler avec C2 Montréal dans les événements, on a eu beaucoup de visibilité, les gens venaient vers nous, puis des fois, il y avait des gens qui nous disaient « OK, je vais vous donner 100 000 $ pour votre app d'événement. » Puis on disait « Mais c'est pas une app d'événement, on fait vraiment de l'apprentissage par les pairs. »« Ah ouais, non, ça j'ai pas besoin de ça, là, je veux juste votre app. » là. Mais non, c'est parce que ce qu'on fait dans la vie, c'est de l'apprentissage par les pairs. Vous ne pouvez pas me dire que on laisse faire ton affaire d'apprentissage par les pairs, on va juste prendre ta technologie. La technologie, c'est un outil pour propulser un comportement d'apprentissage par les pairs entre humains. Donc ça, au début d'une carrière d'entrepreneur, quand ton 100 000 $, c'est à peu près le seul 100 000 $ que tu vas faire dans l'année, c'est beaucoup plus difficile de refuser ce genre de contrat-là. Mais à un moment donné, on éduque les clients. Nous, on devient plus agile à bien formuler notre avantage concurrentiel aussi pour eux. Pourquoi qu'on se distingue d'une app de networking? C'est parce que les gens veulent plus de sens que juste échanger des cartes d'affaires. Donc, d'amener une couche d'apprentissage dans une relation humaine, même dans le cadre d'un événement, mais c'est un avantage concurrentiel pour les événements parce qu'ils vont se distinguer de tous les autres événements qui offrent des moments de networking où on échange des cartes d'affaires. Donc, en ce sens-là, quand tu peux justifier, d'un point de vue aussi des revenus et de l'avantage concurrentiel pour tes clients, un comportement qui est à la base sociale, c'est là que tu peux jumeler ton impact social, mais aussi la nécessité de générer des revenus. Tu ne peux pas demander à tes clients d'avoir à choisir entre, disons, l'efficacité puis l'impact social. Eux ont des objectifs, il faut que tu les comprennes, mais il faut que tu amènes une solution qui soit peut-être innovante, qui soit différente à l'image qu'ils ont d'une réponse à leurs besoins. Comme par exemple pour nos clients, d'avoir des événements de networking. Networking. On va faire un cocktail, les gens vont networker. Ça amène bien ma prochaine question. On dirait qu'on s'est préparé. on se dirait. Est-ce que tu sens qu'il y a des choses que tu as perdues en étant si intègre avec l'impact social que tu voulais avoir? Est-ce que tu sens que tu as plutôt... quelle chose as-tu en fait gagné d'avoir fait ça? Une autre très bonne question. Mettons les contrats de 100 000 $ pour du networking. Oui, ça, j'ai failli perdre mon âme et je veux dire, comment on dit ça, ma conscience ou juste sanité, mais c'est pas un mot, là, sanité, là, être sain d'esprit, là, ma sanitude d'esprit. En fait, quand on a eu des clients qui étaient pas du tout alignés avec notre mission, puis tu parlais tantôt de sens, on est tous à la recherche de sens, puis je pense que notre génération, on veut pas sacrifier le sens pour les revenus. Il y a façon de faire de l'argent, d'avoir une vie bien remplie, d'avoir la vie qu'on veut mener aussi au niveau des revenus sans avoir à sacrifier le sens puis la mission. Puis je pense que c'est les entreprises qui réussissent à recruter puis à avoir des équipes extraordinaires, c'est des gens qui font le parallèle entre les deux facilement. Mais on a eu un client en particulier, justement, où on a pris le contrat pour l'argent. C'est un des premiers gros contrats qu'on a eu. C'est un contrat de 200 000 $. Mais c'est ça, lui, il voulait notre app, il voulait notre technologie, il ne voulait pas parler d'apprentissage par les pairs, mais ça a été un combat. Je veux dire, qui a failli tuer l'entreprise. Ça a été vraiment difficile pour toute l'équipe parce qu'on devait toujours se battre à l'encontre de ce qu'on voulait, du sens pour nous, de ce qu'on voulait vraiment faire. Donc, je dirais vraiment qu'on a beaucoup plus à perdre en temps. Puis, il faut être créatif, c'est pas toujours facile, mais on a beaucoup plus à perdre en tant qu'entrepreneur en sacrifiant notre mission qu'en étant cohérent, en étant créatif, en essayant de trouver des solutions, trouver les bons clients. Il existe les bons clients, mais c'est peut-être pas les premiers qui viennent vers nous. Donc, c'est pas un chemin qui est nécessairement facile, mais l'affaire, c'est que plus que tu as de clients ou d'investisseurs, de partenaires financiers que tu amènes pour les mauvaises raisons, mais plus que les autres qui sont comme lui ou elle vont aussi venir vers toi. Donc,
c'est un peu, on se met un peu la main dans l'engrenage quand on commence à accepter des contrats du financement qui ne sont pas en lien avec notre mission parce que ça envoie un message, en fait, qu'on recherche ce genre de personnes-là, qui ne sont pas nécessairement des mauvaises personnes, mais c'est juste pas les personnes qui sont alignées au niveau des valeurs de la mission avec toi. Donc là, ça crée une espèce d'engrenage où là, tu as plus de ces gens-là qui viennent, alors que quand tu t'efforces d'être le plus cohérent possible avec ta mission, avec ta vision, c'est peut-être plus difficile au début, surtout, comme je le disais, quand tu n'as pas encore les bons mots pour bien exprimer ta pensée, ton avantage concurrentiel. Mais une fois que tu, comme on dit, nails ça, une fois que tu as bien saisi comment l'articuler, bien là, tu attires les autres qui ont envie de travailler avec toi pour tes valeurs, pour ce que tu es réellement, comme quand on date, pour ce que tu es puis ce que tu as envie de devenir. Donc, je pense que tu as beaucoup plus à perdre, que tu as une mission qui est vraiment fondamentalement sociale ou pas, à faire des sacrifices au niveau de ta mission que de passer les quelques 10 000, des fois 100 000 qui sont offerts. Puis pour nous, c'était la même chose au niveau du financement. On n'a jamais pris de capital de risque parce qu'on ne veut pas focusser sur le retour en argent à nos investisseurs. On a ce qu'on appelle une double bottom line, deux façons de calculer notre succès qui sont les revenus et l'impact, puis on ne veut pas sacrifier un pour l'autre. Donc, si les financeurs ne comprennent pas ça, ce n'est pas des gens avec qui on peut travailler. Ça me rappelle en fait beaucoup, on a changé sur notre site web le formulaire pour nous contacter, puis il y a quand même des bonnes questions dans le formulaire. C'est Michel qui les a écrites. Merci. Et on voit dans les réponses, en fait, cette réaction-là. On voit qu'on attire les gens qui veulent répondre à ces questions, qui veulent nous dire plus sur leur rêve de l'apprentissage collaboratif au sein de leur événement, plutôt que l'histoire de « je veux ton app », puis cette affaire-là. Ma prochaine question... Juste pour compléter là-dessus, dans ce dont Michel parle, c'est notre formulaire de contact, même pour les clients. On demande des questions un peu genre long form. On demande vraiment aux gens de nous expliquer leur motivation à travailler avec nous, leur motivation à inclure plus d'apprentissage collaboratif dans leurs événements. On parle de quel est votre budget, parce que le type de travail qu'on fait, ça demande beaucoup de ressources de votre côté, en fait, d'investissement, d'engagement, d'accompagnement. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? On a un peu reviré un peu la dynamique pour dire, nous, on veut travailler avec ce type de personnes-là. Est-ce que vous correspondez à ce profil-là? Puis effectivement, le type de demande qu'on a est beaucoup plus riche. Puis déjà, on met un peu en place le ton de la collaboration avec les clients. Puis ça a été extrêmement, extrêmement bénéfique. Prochaine question. Je vais choisir... quand on faisait de la recherche pour le livre qu'on est en train d'écrire, qui est fixé quand même sur des entrepreneurs, j'ai lu beaucoup sur la peur de l'échec et que c'est quelque chose que les entrepreneurs font face quand même beaucoup. Je voulais savoir, est-ce que tu peux me raconter une fois où tu avais cette peur-là et comment tu y as passé, comment tu as passé à travers? Mais j'ai toujours peur de l'échec. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Tu sais, je n'étais pas prédestinée à avoir une carrière internationale. Donc, je me dis toujours comme un jour, ils vont se rendre compte que je suis pas à ma place. Mais non, je vis bien avec ça. Mais c'est vraiment, c'est quelque chose que j'ai quand même toujours, tu sais, l'idée de me dire comme, peut-être un jour que faire comme, tu sais, que je retourne travailler. Puis je ne veux pas donner d'exemple pour que ça serait pas dérogatoire pour les gens qui ont cette job-là. Mais je pense encore à ça souvent, que ça se peut qu'un jour tout ça s'arrête, puis j'essaie d'en profiter vraiment au maximum. Mais la peur de l'échec, je dirais dernièrement, on a eu 2-3 conférences où 3 jours avant l'événement, puis tu sais, par exemple, C2 Montréal, on génère 3000 brain dates. T'sais, on a des chiffres, des fois, avec d'autres événements, on peut avoir comme, avec, disons, 500 participants, on peut générer 1000 brain dates. Donc, on a des attentes très élevées au niveau des chiffres, au niveau de l'impact qu'on propose pour nos clients. On charge quand même beaucoup d'argent pour notre technologie, pour l'accompagnement d'implantation de la technologie. On est sur le site pour accueillir les gens qui viennent pour leur brain date pendant l'événement, pour les aider avec la technologie. Donc, on est très investi. Donc, ça coûte quand même assez cher le travail qu'on fait. Et on a eu, à un moment donné, l'année passée, 2-3 événements où 3 jours avant l'événement, on avait 2-3 brain dates pour des groupes de 500 personnes. Puis là, je me suis dit,
Je me suis dit, comment ça se fait que c'est moi qui vois ça, puis comment ça se fait que toute l'entreprise, tous les employés ne sont pas en train de courir partout en se disant catastrophe, catastrophe, alerte rouge, ça ne va pas. Comment ça se fait que dans notre culture, c'est correct qu'il y ait 2 brain dates avant un événement de 500 personnes puis que personne ne dise rien? Puis ça, pour moi, ça a été vraiment, puis Michel se rappelle de ce qui est arrivé, ça a été vraiment, c'était vraiment la panique. Puis c'est dans des moments comme ça, je pense, où, puis tu sais, toute l'équipe travaille fort, puis il n'y a pas de blâme pour personne, mais c'est moi, en tant que leader, de dire qu'on a créé une culture dans laquelle on peut vendre quelque chose à 30 000 $, puis avant l'événement, avoir 2 brain dates, puis tout le monde trouve que c'est bien chill. Je me suis dit qu'au niveau de la culture qu'on a créée, il y avait quelque chose que j'ai créé, qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas au niveau de nos attentes envers nous-mêmes d'excellence. Puis là, c'est un moment où je me suis dit, on pourrait vraiment se planter. Genre, ça pourrait vraiment, tu sais, la réputation des gens, quand les gens adorent les brain dates, puis ça tweet, puis c'est le fun, puis les gens trippent, puis ils trouvent qu'ils n'ont jamais eu des conversations aussi signifiantes dans n'importe quel des événements qu'ils ont assisté dans leur vie. Quand c'est ce genre de tweet-là qui sortent, c'est super. Mais quand ton client te revient et dit comme hey, on n'a vraiment pas eu pour notre argent, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est un peu le début de la fin. Là. Donc ça, c'est pour moi, c'est un moment de vraiment de prise de conscience de mon rôle en tant que leader pour instaurer une culture d'excellence au sein de l'équipe, puis une culture aussi de on n'est jamais à l'abri de la médiocrité. Là. Ouais. Ça va amener ma prochaine question, qui est, comme tu parlais de toi en tant que leader, je voulais savoir si tu penses à la personne que tu étais en 2011, lors de la fondation de 180, puis l'état d'esprit que tu avais, la perspective et tout. Comment est-ce que tu as changé, mais aussi comment est-ce que tu es restée la même? Oui, c'est vraiment des bonnes questions. Je ne connais pas la réponse à celle-là. Mais tu m'as vu changer quand même un peu dans les 2 dernières années. Ben, on a un moment commun, Michel et moi, où quand en fait c'est arrivé cette panique-là, dont on a 3 brain dates, c'est quoi le petit problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été vraiment comme dramatique dans l'organisation. J'ai quand même pété une coche. Puis, tu sais, des fois, on voit ça dans les films, là, puis tu dis comme... Puis là, c'est comme on s'attend à ce que les leaders fassent ça des fois, tu sais, qui pètent des coches, puis là, tu sais, qui s'énervent, puis là, l'équipe est galvanisée, puis là, on change de monde, tu sais. Mais dans la vie, c'est pas ça qui se passe, tu sais. Ça fait que quand tu pètes ta coche, tu heurtes des gens, tu leur fais perdre confiance en toi, tu leur fais perdre confiance en eux. Puis, ça a été un moment, quand on a eu ce moment-là ensemble, on va brailler. Où j'ai été vraiment pas agréable avec l'équipe. Puis j'étais juste tellement fâchée puis inquiète, mais surtout envers moi-même, comme je le disais, d'avoir permis à ça d'arriver. Mais c'est pas comme ça que je l'ai formulé. Donc, il y a eu un moment où je travaillais avec la directrice de produit, avec Michel, puis j'étais vraiment fâchée. Puis à la fin de cette rencontre-là, tout le monde pleurait, moi y compris. Puis c'est là où j'ai vraiment eu une prise de conscience où, tu sais, ce que je veux faire dans la vie, c'est de créer des produits, des organisations, des expériences qui propulsent les humains puis qui font en sorte qu'on réussit tous à être plus heureux puis à atteindre notre potentiel maximal, mais que j'étais en train de faire ça au détriment du développement du potentiel, du bonheur de mes propres employés. Puis quand je me suis vue aller vraiment un peu comme de l'extérieur, pour moi, c'était vraiment une prise de conscience tu sais, au niveau de comment j'ai évolué, tu sais, de créer une organisation où tous les employés se sentent en sécurité, de faire des erreurs, d'évoluer, de se transformer, parce que ça ne se fait jamais. Ce n'est pas un chemin qui est droit là, de se transformer en tant qu'humain, puis de créer le type d'expérience puis de produit qu'on veut créer. Donc, tout le monde va faire des erreurs, puis tout le monde va focusser du temps pas aux bonnes places, puis va oublier des trucs. Mais pour moi, en tant que leader, de ne pas voir ça comme étant un moment essentiel d'un processus de croissance personnel de chacun des employés puis des humains, parce que c'est ça mon objectif de vie, puis pas de vouloir à tout prix préserver ça
avant de développer des produits ou des services qui génèrent ce genre d'impact-là dans le monde, mais de ne pas focusser là-dessus dans ma propre équipe. Ça m'a vraiment fait prendre conscience de la nécessité pour moi d'être une meilleure leader, puis une leader qui soit beaucoup plus empathique, beaucoup plus patiente. Fait que ça, je pense que c'était ma grande transition, l'humilité. Les entrepreneurs vont nos faces partout, puis on a envie d'être les meilleurs, puis d'être les premiers. Mais si tu veux changer l'éducation, ben il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires, puis it's not about me. C'est à propos d'ensemble ce qu'on est en train de faire. Donc, tout le titre de la... Écoute, je n'ai pas fini de travailler là-dessus, mais toute la question d'humilité, la question d'être cette leader-là qui accueille, puis qui protège, qui supporte les employés aussi avant toute chose. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est pas fini, mais c'est un processus puis une prise de conscience que j'ai eue. C'est clair? Je pense que c'est clair. C'est clair. Puis je pense que c'est un bel exemple de la cohérence radicale dont on parlait. C'est comme pour moi, je sais des fois que comme mon corps m'envoie des messages, comme je vais paniquer, mais il y a une bonne raison pour cette chose-là. Puis ça a l'air que c'était comme un peu similaire, comme cette panique de comme qu'est-ce que je fais à mes employés. Puis c'est comme tes valeurs fondamentales sont ressorties pour te dire stop. Surtout avec le type d'employés qu'on a qui sont des femmes et des hommes extraordinaires. Puis, de ne pas chérir ça, c'est tellement arrogant, de penser que tu peux parler à des humains comme je parlais aux employés. Quand j'ai vu l'impact que ça avait, puis je me suis dit, je suis en train de les perdre. Puis c'est des femmes extraordinaires. Puis mon arrogance fait en sorte que ces filles-là, un jour, elles ne voudront plus travailler avec nous. Puis parce que je n'aurais pas offert l'espace dont ils ont besoin pour grandir, puis faire grandir aussi E180 avec elle. Ça a effectivement été une grosse prise de conscience. Et puis, dans quel état d'esprit... J'ai écrit ma phrase en français, là. Dans quel état... Est-ce que c'est correct, ça? Dans quel état d'esprit? Ou quel état d'esprit? Oui, c'est ça. OK. Quel état d'esprit doit conserver un entrepreneur, non seulement pour réussir, mais aussi pour être heureux à travers le parcours de sa business? Définitivement. Définitivement la résilience. Ça, c'est définitivement, je pense c'est être borné. C'est important à certains égards. Des fois, il faut être flexible, il faut être ouvert, il faut se transformer, mais être vraiment... comme on parlait tantôt de la vision, d'avoir une cohérence par rapport à sa vision, sa mission, ce qu'on veut accomplir, je pense que c'est essentiel. Puis la résilience, ça, honnêtement, je ne sais pas si la résilience, ça se développe ou si on l'a ou si on ne l'a pas, mais c'est... une fois qu'on croit fondamentalement que ce qu'on fait mérite d'être vu et utilisé par l'humanité, là, une fois que ça, c'est réglé, il faut être capable constamment d'avoir des épreuves, d'apprendre, de l'accepter, de se relever. Ça n'arrête juste jamais, les épreuves en tant qu'entrepreneur. Donc, cette résilience-là, puis cette façon de les voir comme étant des épreuves où je grandis, où j'apprends, où je m'améliore, où j'améliore ma business, je pense que c'est absolument essentiel. Merci. De rien. Est-ce que vous êtes prête à poser des questions? Bonjour. Puis ce qu'on va faire, en fait, c'est que vu que c'est web diffusé à l'échelle du Québec, on va simplement prendre votre question, puis Michel va la répéter pour nos amis à la maison. Qu'est-ce que vous faites comme leader pour évoluer, mis à part vous mettre en situation de risque et rebondir? Mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour grandir de votre côté? Alors, elle a demandé qu'est-ce que Christine fait pour grandir, pour évoluer. Est-ce que vous voulez dire Christine en tant que personne ou E180 en tant que leader? Merci beaucoup. C'est une excellente question. Je vois beaucoup le leadership comme une pratique, comme on peut avoir une pratique de piano, de méditation, ou de yoga ou de danse. C'est vraiment quelque chose, je pense, qu'on doit accepter que toute notre vie, c'est un processus. C'est jamais quelque chose qui va être terminé parce qu'une fois qu'on se dit « Ah, ben là, je pense que je suis une excellente leader », c'est là qu'on commence à plus être une excellente leader. Donc, pour moi, c'est définitivement d'avoir comme un œil là-dessus, de voir un peu les situations, les interactions, nos échecs dans une perspective, et nos réussites, mais dans une perspective de quel rôle a joué mon leadership dans
dans cette situation-là, qu'est-ce que moi j'aurais pu faire différemment, comment j'aurais pu m'améliorer. Donc, toujours d'avoir un œil de leader sur ce qui se passe, sur les interactions, sur notre façon de bâtir l'équipe, les produits, notre futur, la planification, etc. Puis sinon, après ça, des choses comme n'importe quel type d'apprentissage, outre la réflexion personnelle, lire des livres sur le leadership, avoir une pratique de méditation pour me permettre, moi je suis une personne avec beaucoup de feu, donc c'est bon le feu, mais ça peut comme brûler des forêts puis détruire des maisons, donc ça c'est moins agréable, donc vraiment de canaliser cette énergie-là pour qu'elle soit bien investie, essayer vraiment de réduire le stress, parce que je sais que pour moi c'est un trigger là, d'agressivité, donc vraiment essayer de réduire le stress, d'avoir des périodes dans la journée où je peux planifier, réfléchir plus, donc avoir un train de vie qui me permet d'être d'être la leader que je veux, parce que je sais que dans certaines conditions, mes triggers sont tournés, puis sont allumés, puis c'est mauvais pour tout le monde, là. Donc, c'est ça, une espèce de mix entre une pratique intentionnelle, une observation de nos relations, de notre vie en tant qu'organisation, d'un point de vue vraiment du leadership, puis aussi une façon de... c'est ça, essayer d'avoir un train de vie puis un rythme de vie qui fasse en sorte que je sois la meilleure personne possible en connaissant mes faiblesses. Quelque chose comme ça. Alors, sa question, c'est E180, c'est une B Corp. Est-ce qu'on était B Corp du début? Est-ce qu'il y a quelles contraintes est-ce qu'on a eu en devenant certifié B Corp? Et pour ceux qui ne savent pas, B Corp, c'est une certification d'être un Benefit Corporation, ce qui veut dire d'être une entreprise qui est au service à la société. C'est une excellente question. Le mouvement B Corp, je ne sais pas exactement quand c'est né. Je pense que c'est né peut-être en 2010. Est-ce que tu te rappelles exactement? Puis ça a été toujours, parce qu'on se décrit comme une entreprise sociale, donc ça a toujours été... Donc le B Corp, c'est une certification. On doit appliquer, il faut passer des espèces de tests, puis on a la certification qui est donnée pour une entreprise américaine. Donc, on s'est toujours défini comme entreprise sociale, mais pour avoir la certification B Corp, il faut faire l'évaluation. Donc, je te dirais qu'on l'a eu en avril passé, puis ça devait faire comme, pour vrai, 4-5 ans que j'y pensais, mais tu sais, c'est jamais la priorité quand tu n'as pas été capable de payer tes employés. C'est jamais la priorité de faire la certification. Donc, ça a été quelque chose où je me suis dit, OK, là, il faut le faire parce qu'on lançait notre nouveau brand l'année passée. Puis je me suis dit, ça serait parfait de vraiment se repositionner vraiment de façon officielle comme étant une entreprise sociale et de faire connaître ce mouvement-là. Donc, je m'étais un peu lancé ce défi-là. Puis honnêtement, quand tu commences à faire la certification, à faire ce qu'on appelle l'assessment, donc l'évaluation, c'est à peu près un processus de 3 mois. C'est vraiment pas si compliqué. Puis le processus en tant que tel, ça te pousse vraiment à penser à ton impact social, juste en tant qu'entité qui vit au niveau de tes employés, au niveau de l'environnement, au niveau de ta communauté. Donc, c'est vraiment juste l'évaluation en tant que telle. J'ai trouvé que c'est un processus qui était vraiment puissant, juste pour voir, tu sais, par exemple, on est ouvertement une organisation féministe, mais on n'a pas de politique particulière pour avoir des fournisseurs qui soient à majorité femmes, juste avec cette lentille-là d'opération, là. Donc, il y avait des questions là-dessus dans l'évaluation, puis ça nous avait fait prendre conscience que, OK, ça, c'est une super bonne idée, c'est pas difficile à faire, puis ça a un impact sur notre communauté, le carbon offset. Pour nos voyages, on voyage beaucoup parce qu'on a des contrats partout dans le monde. C'est pas compliqué de payer 50 $ par vol pour avoir un carbon offset sur nos billets d'avion. Donc, juste des petites idées comme ça. L'évaluation a été vraiment instrumentale pour nous aider à nous positionner de façon encore plus forte au niveau de toutes nos opérations en tant qu'entreprise comme force pour le bien-être collectif. Est-ce que, oui? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, ce n'était pas une contrainte supplémentaire parce qu'honnêtement, c'est des choses qu'on faisait déjà ou qu'on avait déjà en tête, mais le processus d'évaluation nous a vraiment fait permis de juste pousser ça plus loin. Donc, pour moi, le processus, être une B Corp, ça
enlève en rien au niveau de la flexibilité, de ce qu'on peut être, de ce qu'on peut faire. Pas du tout, au contraire. C'est vraiment, ça te pousse à être une entrepreneur qui pense vraiment au niveau global de ton footprint dans ta communauté à différents égards. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement inspirant comme processus. Puis encore, la communauté à laquelle on appartient au niveau local et international, c'est des entrepreneurs qui se poussent à, même s'ils n'ont pas une mission sociale, j'entends quantité, à être plus responsables. Donc, moi, je trouve ça extrêmement bénéfique, même pour des entrepreneurs qui ne sont pas des entrepreneurs sociaux. Et j'ajouterais aussi que... Michel est très impliqué avec la communauté B Corp. Oui. Et puis, je dirais, le feeling dont tu as décrit avant, d'être comme dans ta tribu, puis d'être ce sens d'appartenance est vraiment forte. Lorsqu'on rencontre d'autres B Corp, puis on se dit, OK, c'est pas juste moi qui veux faire du bien dans le monde. Et puis, on s'entraide beaucoup. On partage nos réseaux. Puis, ça propulse vraiment le mouvement, juste en étant ensemble, puis en étant connectés. Alors, il y a des usines, il y a des garages, il y a vraiment plein de genres de B Corp. C'est ça qui est super inspirant. Tu n'es pas obligé d'être une entreprise à Montréal en technologie là, pour devenir une B Corp. Là. Il y a vraiment plein d'exemples d'entrepreneurs qui ont juste décidé d'utiliser leur entreprise pour propulser les humains, l'environnement, leur communauté. C'est vraiment inspirant. une autre question dans la fin? Est-ce que tout le monde sait ce que E180 fait? Je pense qu'on n'a pas expliqué exactement qu'est-ce que c'est qu'une brain date. Est-ce que ça vaudrait la peine rapidement que je le dise? Note to self. La prochaine fois, ça te prête la première chose. C'est quoi E180? C'est quoi une brain date? Donc, c'est assez simple. E180, ce qu'on veut faire, en fait, c'est pas simple, mais c'est simple en mots. On veut en fait transformer la façon dont les humains apprennent. Donc, on veut créer une école, on veut réinvestir le système d'éducation traditionnel, mais notre premier produit, ça a été un produit qu'on appelle Brain Date. Donc, vraiment la même idée qu'une date entre un homme et une femme, mais le but d'une Brain Date, c'est pas de trouver l'homme ou la femme de sa vie, c'est vraiment de rencontrer un autre humain ou un petit groupe d'humains pour partager des connaissances ou apprendre quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment comme un site de rencontre, mais sur ton profil, mais ce que tu as en fait, c'est des offres de connaissances. On a commencé dans les cafés partout à Montréal, donc les gens allaient sur E180, disaient ben moi j'aurais envie de faire le tour du monde en voilier avec ma famille, je cherchais est-ce qu'il y a quelqu'un sur E180 qui connaît ça? Ah ben oui, il y a quelqu'un sur E180 qui connaît ça, je vais l'inviter à prendre un café. La personne allait prendre un café, avait une brain date, donc une rencontre d'1 heure avec cette dame-là qui avait fait ça, elle, dans sa vie, faire le tour du monde avec ses enfants voiliers, puis partageait ses connaissances. Donc, ça, c'était vraiment le modèle initial. Puis, c'est de Montréal en 2013, qui est un événement ici à Montréal, d'envergure internationale, nous a demandé de créer leur plateforme, ce qu'ils disaient de B2B. Puis on a dit, on ne fait pas du B2B, on fait de l'apprentissage par les pairs. Puis on dit, vous êtes une gang de hippies, ça ne fonctionnera jamais avec notre public cible. Mais on l'a quand même essayé. Puis première année, on a eu 1000 Brain Dates à C2 Montréal. Donc 1000 rencontres 1 à 1 d'échange de connaissances entre des participants à une conférence. Puis à partir de là, ça nous a vraiment propulsé. Donc là, ce qu'on fait en ce moment comme modèle d'affaires, mais aussi modèle d'impact, c'est qu'on génère des applications. Donc c'est une technologie et des Brain Date Lounge. L'année passée, on a eu à peu près 80 grandes conférences à travers le monde où les gens vont pour voir les speakers puis pour assister à prendre des workshops. Puis là, tout le monde vient pour networker, mais ils sont assis dans une salle noire pendant 3 jours, 8 heures de temps tous les jours sans se parler. On espère de tomber sur la bonne personne dans la queue pour aller à la salle de bain, mais ce n'est pas très efficace. Donc, nous, ce qu'on permet aux gens de faire, c'est vraiment d'établir ce qu'ils ont envie d'apprendre, ce qu'ils peuvent contribuer et avoir cette espèce de site de rencontre-là où on peut faire une espèce de marché des savoirs. On peut dire, ben moi, voici, avec le thème de la conférence, qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je pourrais contribuer. Les gens utilisent notre technologie pour se booker des Brain Dates. On a un Brain Date Lounge où on accueille les gens avec nos Learning Concierge et on a un endroit où les gens peuvent s'asseoir puis avoir leur Brain Date d'une demi-heure sur un sujet donné en lien avec la conférence. Est-ce que c'est plus clair? Si c'est enregistré, on pourra mettre cette section-là au début de la conférence. Oui, moi, je vais être présente sur un panel, mais il n'y aura pas de Brain Dates cette année. La question est à propos d'un événement demain, Expo Entrepreneur. Et Christine sera sur un panel, mais il n'y aura pas de Brain Dates.
Oui, on avait discuté, puis finalement, ça a comme, les discussions, je ne sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé. Je pense qu'on a peut-être une personne qui est partie de notre équipe, les discussions ont un peu tombé à l'eau, mais l'année prochaine, on sera là. Donc, la question, c'était sur la technologie, est-ce que le lieu de rencontre est déjà déterminé ou c'est les deux personnes ensemble qui le déterminent? Quand on était ouvert au public pour les cafés pendant de 2011 à l'année passée, donc pendant 6 ans. Mais étant donné qu'on n'avait pas de modèle de revenu pour ça, l'équipe avait beaucoup de difficultés. On est une très petite équipe produit. Là, on commence à être un petit peu plus gros, mais on avait 2 développeurs là, pendant 5 ans. Donc, il fallait vraiment faire des choix. Puis étant donné qu'on n'est pas financé par du capital de risque ou c'est vraiment les revenus qui nous financent, c'était difficile pour nous de vraiment garder un œil sur le produit gratuit quand il fallait faire évoluer notre produit qui générait des revenus. Donc, on a décidé de fermer la plateforme publique en mai passé pour la prochaine année, pendant qu'on est en train de développer un nouveau produit pour les communautés, mais qui soit un petit peu plus près de ce qu'on a appris en travaillant avec l'événementiel. Donc, de vraiment ouvrir une plateforme où n'importe qui va pouvoir créer son propre événement de Brain Date un jeudi soir pour parler de triathlon. Donc, au lieu d'avoir juste des rencontres 1 à 1, ça va être encore des rencontres 1 à 1, mais dans un contexte de petit événement de networking, mais plutôt d'échange de connaissances. Donc, par exemple, quand on travaille dans le milieu événementiel, bien là, c'est le Brain Date Lounge qui est l'endroit de rencontre. Comme ça, les gens n'ont pas à négocier. On se rencontre au 3e poteau du hall d'entrée. À quel poteau? C'est plus facile comme ça. Les gens se rencontrent plus facilement. On va être à C2 encore cette année. Alors, la question, c'est à propos des objectifs cette année, puis un peu dans le futur près aussi. Cette année, je dirais que c'est notre grand objectif, c'est de se préparer pour la réouverture de la plateforme publique l'année prochaine. Donc, on a définitivement appris que c'était vraiment difficile. Tu sais, moi, j'ai une petite fille. Si on me demande de faire une brain date un mercredi pour parler d'entrepreneuriat, puis là, il faut que je choisisse entre ma fille puis rencontrer un étranger qui va peut-être venir ou qui ne viendra peut-être pas. Le risque perçu des brain dates 1 à 1 était vraiment élevé. Donc, ce qu'on n'a pas du tout en milieu événementiel. Au pire, tu ne viens pas, j'ai 3 autres brain dates l'après-midi, ce n'est pas la fin du monde, je suis là de toute façon. Donc, de un peu se réapproprier ce modèle-là de ce qu'on appelle captivité. C'est du milieu événementiel où on se commet à être dans un événement pour 2-3 jours, puis on se présente, de se réapproprier ce concept-là pour le traduire à un produit qui soit plus communautaire, que la communauté puisse utiliser de façon indépendante, d'apprendre comment on fait ça, comment on réintroduit le produit dans les communautés de façon avec un succès. C'est ce qu'on veut apprendre cette année. Donc, on fait beaucoup de prototypes pour apprendre comment faire ça pour réouvrir le produit à la communauté l'année prochaine. Sinon, on travaille aussi sur un livre, donc d'avoir un aspect de documentation publique de nos avancées, de nos questions, nos apprentissages aussi. C'est quelque chose sur lequel on veut vraiment mettre un accent, de transformer E180 en école. Donc, E180 pour ses employés, qu'est-ce qui se passerait si on mettait l'apprentissage comme priorité au lieu de mettre la productivité en priorité? Donc, qu'est-ce qui se passe si on perçoit tous nos contrats, toutes nos interactions comme étant des moments d'apprentissage? Comment est-ce qu'on va travailler différemment ensemble en tant qu'équipe? C'est notre grande priorité parce qu'on va ouvrir une école dans 2 ans. Donc, on se dit si on est capable de le faire pour nous et pour les employés. C'est sûr, c'est toujours différent avec un enfant de 5 ans, là, comme tu ne peux pas dire va lire un livre parce que tu ne sais pas lire. Mais ce que j'ai découvert l'autre fois quand je pensais à mon programme de mon école primaire. Mais c'est ça, donc même de transformer E180 en école puis d'apprendre de cette expérience-là pour éventuellement ouvrir une école aussi pour la communauté. Donc, beaucoup d'apprentissage puis de prototypes, je dirais, dans nos façons de réfléchir notre prochain 5 à 10 ans. Tout à fait. Tout à fait. Puis c'est dans tout ce qu'on fait, l'idée de culture, d'apprentissage. Mais des fois, on oublie, des fois, même un peu coordonner ma chaussée, là, puis des fois, on peut l'oublier à l'interne. Donc, vraiment de remettre le focus sur
qu'est-ce qui se passe si chacune de nos interactions, c'est un espace d'apprentissage puis de partage? Comment est-ce qu'on interagit ensemble différemment? C'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Michel. Ouais, je voulais juste ajouter une façon de penser de ce concept de transformer E180 en école elle-même pour ses employés. Une phrase que j'aimais beaucoup lors d'une retraite qu'on a fait avec toute l'équipe, c'était What if every day I went to learn, I didn't go to work? Alors, pas aller au travail, pas aller travailler, mais aller apprendre. Qu'est-ce que ça changerait dans nos façons d'interagir, dans nos façons de travailler? Et puis, comment est-ce que ça pourrait, en fait, beaucoup ressembler à ce qu'on lit, nos livraisons? Comment est-ce que nos livraisons se ressembleraient quand même, mais que le processus serait plutôt axé sur le développement des humains qui font ces livrables? Il y en a beaucoup, là. Rita. Est-ce qu'il existe des brain dates virtuels pour connecter les gens de différentes régions, différents pays? C'est la question de brain date virtuel. Pas encore. J'ai toujours été, on parlait de cohérence, des fois on appelle ça aussi être têtu. Mais tu sais, j'ai beaucoup poussé, j'ai beaucoup dit non, on ne fait pas de virtuel, nous c'est des rencontres face à face en personne, truc. Mais on pense beaucoup aussi à l'inclusivité, à la diversité. Puis il reste que si on veut vraiment toucher des gens partout dans le monde, par exemple, on pense beaucoup aux camps de réfugiés, il y a vraiment une opportunité de connecter des communautés qui ne sont pas connectées géographiquement, mais qui pourraient être connectées plus au niveau des idées, des philosophies, des besoins. Donc, on est en train de faire 2 prototypes avec 2 clients pour développer les brain dates virtuels. Puis c'est souvent comme ça qu'on procède. On finance notre recherche et développement avec des clients qui ont envie de prototyper des choses avec nous, qui ont les moyens de payer aussi nos services. Puis une fois que c'est bien rodé, on peut le déployer dans nos produits, par exemple, nos produits de communauté. Donc oui, ça s'en vient, je pense. Et je pense que ça, c'est un très bel exemple de la stratégie de jouer avec le revenu et l'impact en même temps. L'idée de prototyper avec le support d'un vrai client pour nous permettre à grandir. Je voulais vous donner la prochaine. Oui, alors moi je voulais parler de la technologie. Du moment où vous avez décidé de créer une technologie, en tant que néophyte, peut-être vous ne savez pas dans quoi vous allez vous embarquer, donc je voulais que vous parliez un peu de ce processus-là d'idéation, puis aussi de création et d'évolution de l'idée au fur et à mesure pour arriver à la technologie et à l'application telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, la question, c'est quoi comme l'expérience de créer un produit technologique? Je dirais, est-ce que ça simplifie? Oui, créer un produit, puis savoir aussi comment, en tant que développeur, s'y connaît pas, puis OK. c'est assez complexe, travailler avec des développeurs, travailler avec soi-même, c'est différent. Puis que ça ressemble quand même à une idée qu'on avait au départ, et ça évolue dans le temps. C'est une excellente question. Je ne sais pas comment répondre. Raconter l'histoire de la rencontre avec Alex. Avec Alex, oui, la rencontre avec Alex. La rencontre avec Alex, en fait, c'est que mon cofondateur, c'était quelqu'un avec qui je m'entraînais pour faire un demi-marathon que lui a fait, que moi, je n'ai jamais fait. En fait, je lui disais, je vais faire ce truc-là, d'échange de connaissances, truc. Je dis, toi, qu'est-ce que tu fais? Puis là, il dit, moi, en fait, je fais mon doctorat sur les sites de rencontres, puis les algorithmes de recommandation. Donc, tu sais, qu'est-ce qui arrive si, tu as aimé telle personne, tu aimeras aussi telle personne. C'est ce qu'Amazon fait pour les livres, je le fais avec les humains, tu sais. Là, j'étais comme... Parce que c'est dur de trouver un cofondateur. Là, quand moi, j'ai une super bonne idée, je veux quelqu'un qui va travailler pour pas d'argent pendant 3 ans pour faire mon excellente idée. C'est comme tous les entrepreneurs qui ne codent pas disent ça. Là. Donc, je pense que pour répondre à ta question, ça a été... je pense qu'il y a comme 2 phases. Il y a une phase qui est je ne sais vraiment pas ce que je fais, mais j'ai quand même une bonne idée. Je suis capable d'organiser des projets. Je m'entoure de bonnes personnes pour m'aider à donner vie à cette vision-là. Donc, ça a été... Donc là, l'idée de convaincre des gens de ce que tu vas accomplir, c'est vraiment important. Donc, ça a été la première phase. Puis là, la deuxième phase, c'est je m'entoure de gens professionnels qui peuvent prendre l'idée, puis en fait, qui savent, eux, comment développer des technologies qui soient, comme on dit, scalable, qui soient delightful, donc qu'il y ait un aspect que
que c'est agréable à utiliser. Donc, il y a vraiment un moment où tu apprends en faisant. Puis là, la nécessité de vendre ton idée pour embarquer des gens dans ton idée est vraiment, vraiment importante. Mais il y a beaucoup de gens qui essaient de faire ça. Puis après ça, ben, c'est de s'entourer des personnes qui soient vraiment des professionnels dans le domaine du développement de produits. Mais honnêtement, en 3-4 ans, je pourrais être ce qu'on appelle une product owner. Là, je pourrais travailler dans une entreprise technologique puis faire ce genre de travail-là parce qu'on apprend tellement en le faisant. Mais ça prend du temps. Puis ça coûte cher au niveau de ton temps, mais c'est tout à fait faisable. Je ne sais pas si ça répond. On peut discuter après. Okay, parfait. En dernière question, des conseils que vous aimeriez donner à des entrepreneurs qui nous écoutent? Et des conseils. Des conseils pour les entrepreneurs qui nous écoutent, Christine? Ben, c'est un petit peu ce que je dis depuis tantôt, mais je pense que de trouver l'idée de... je pense que n'importe quel entrepreneur qui a réussi un petit peu va dire qu'on n'est pas en entrepreneuriat pour faire de l'argent. On est en entrepreneuriat parce qu'on a des problèmes qu'on a envie de résoudre, puis on fait de l'argent quand on trouve les bons problèmes avec lesquels on a envie de passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, c'est-à-dire des dizaines d'années, beaucoup de soirées, beaucoup trop de soupers d'amoureux qui finissent à parler de votre business. Donc, il faut vraiment être fondamentalement en amour avec le problème à résoudre, puis avec ce que ça prend pour résoudre ce problème-là, si on veut vraiment réussir en tant qu'entrepreneur. Une fois qu'on croit fondamentalement, peut-être même pas en une idée, mais comme je dis, en un problème à résoudre. Des fois, les idées viennent après. Bien là, je pense, on parle tout le temps, mais aussi rapidement que possible, de bien s'entourer de gens qui peuvent vraiment vous propulser. Puis ça, c'est peut-être pour les entrepreneurs qui ont un petit peu plus d'expérience. Mais pour E180, les moments où j'ai engagé des gens seniors comme directrice financière, comme directeur des opérations, ça a été des points vraiment tournants de m'entourer de seniors. Puis des fois, le financement est difficile à obtenir là, pour engager des seniors, mais même si ce n'est qu'à titre de consultant, le plus rapidement possible, de vous entourer de gens qui sont seniors. Ça, je pense que c'est, même si c'est juste comme aviseur, là, c'est vraiment important. Donc, d'être en amour avec le problème à résoudre, s'entourer des bonnes personnes, être résilient, bien manger. C'est important. Avoir une famille. Puis je pense que c'est terminé, donc je vais rester ici. On peut discuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis, on se donne rendez-vous le 27 février pour la conférence avec Rémi Tremblay de la Maison des Leaders. Merci.